L'Iran est en flammes. Certaines de ces flammes ont été allumées par des manifestants internes luttant contre un régime autoritaire et oppressif. D'autres ont été allumées par les bombes larguées par des avions américains et israéliens, censés chercher à renverser ce même régime, mais que beaucoup disent avoir aussi d'autres intérêts. Il est incertain de savoir ce qui va se passer ensuite, mais que se passerait-il si le régime tombait, et si, avec lui, l'unité de l'Iran en tant que nation unique disparaissait aussi ? Imaginez-vous vous réveiller demain et voir des gros titres dans le monde entier annonçant que la République islamique d'Iran s'est effectivement effondrée. Les infrastructures sont déjà endommagées par la guerre. Le gouvernement central provisoire aurait sans doute du mal à garder le contrôle, tandis que les autorités locales pourraient renforcer leur pouvoir dans leur région. Dans ce genre de scénario, et c'est purement hypothétique, sans parler du fait que c'est incroyablement improbable. Comme vous le comprendrez tout au long de la vidéo, une question surgirait immédiatement. L'Iran pourrait-il réellement se fragmenter en plusieurs pays différents ? Aujourd'hui, l'Iran apparaît sur la carte comme un État très vaste et cohérent, avec environ 90 millions d'habitants et une forte identité historique qui s'étend non seulement sur des siècles, mais sur des millénaires d'empires et de dynasties différents. Mais sous cette surface se cache un pays incroyablement diversifié. Les Perses, les Azéris, les Kurdes, les Arabes, les Baloutches, les Lors, les Turkmènes et plusieurs autres groupes vivent tous à l'intérieur de ces frontières. La plupart parlent différentes langues ou dialectes. Beaucoup ont leur propre région historique, des religions différentes, et plusieurs ont même des liens transfrontaliers avec des proches ethniques vivant dans les pays voisins. Si l'État iranien perdait sa capacité à maintenir l'unité du pays, ces régions pourraient théoriquement émerger comme des entités politiques distinctes. Dans un scénario possible, l'Iran pourrait se fragmenter en 7 États, l'Iran proprement dit, ou la Perse, l'Azerbaïdjan du Sud, le Kurdistan, Ahwaz, le Baloutchistan, le Louristan et le Turkmenchada. Mais avant d'examiner ces régions individuellement et de comprendre comment elles pourraient faire sécession, il est important de comprendre quelque chose de fondamental à propos de l'Iran. Malgré toute cette diversité, l'Iran est en réalité l'un des meilleurs exemples historiques de la façon dont une société multiethnique peut réussir à construire une identité nationale commune. L'identité iranienne, l'idée d'être iranien, a survécu à des empires, des invasions, des révolutions religieuses et des changements de dynastie pendant des milliers d'années. Le peuple et la culture de l'Iran sont bien plus que ceux qui les gouvernent à un moment donné. Les différentes minorités, historiquement parlant, ont eu du pouvoir en Iran, elles ont eu des occasions de gouverner l'Iran, mais c'est un point de vue très européen centré sur l'ethnie. Un pays ne fonctionne bien qu'avec un seul peuple, une seule langue et une seule identité. Je veux dire, c'est certainement le plus facile à gouverner et à administrer, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres pays multiculturels qui ne peuvent pas exister. Donc, pour comprendre pourquoi une séparation serait à la fois plausible et surprenante en même temps, nous devons regarder l'histoire. Le territoire des États iraniens a beaucoup évolué. J'ai déjà tout expliqué dans ma vidéo sur l'histoire de l'Iran la semaine dernière, donc je n'en parle pas ici. Nous pouvons simplement passer en revue tous ces empires pour arriver à l'Iran moderne. Mais même les frontières de l'Iran moderne sont bien plus petites qu'elles ne l'étaient autrefois, même sans les comparer aux anciens empires. Au cours du XIXe siècle, la dynastie Kadjar a perdu de vastes territoires au profit de l'influence impériale russe grandissante. Au nord, des régions qui avaient été gouvernées par des dynasties perses pendant des siècles, y compris ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Elles ont été progressivement cédées à l'Empire russe après une série de guerres. Des traités comme celui de Goulistan en 1813 et de Turkmenchai en 1828 ont définitivement divisé la population azérie entre ce qui est aujourd'hui la République d'Azerbaïdjan et le nord de l'Iran. À l'époque, ils n'ont pas perdu ces terres au profit de nations indépendantes, mais d'un autre empire qui les a ensuite perdues au profit de pays indépendants. Mais malgré tout, à l'est, l'Iran a aussi perdu de l'influence sur certaines régions d'Asie centrale et d'Afghanistan. Tandis que la pression britannique au sud a contribué à définir les frontières du Pakistan moderne et des États du Golfe Persique, divisant par exemple la région du Baloutchistan. Donc, historiquement parlant,
l'Iran a déjà connu une fragmentation territoriale. Des régions qui appartenaient autrefois à des États gouvernés par les Perses sont finalement devenues des pays indépendants. Même si c'est de manière indirecte, ce précédent historique est important. Il montre que les frontières actuelles de l'Iran ne sont ni éternelles ni inévitables. Mais contrairement à un pays comme la Yougoslavie par exemple, qui regroupait également de nombreux groupes différents, et s'est violemment disloqué dans les années 1990, selon ses lignes ethniques, l'Iran a généralement réussi à intégrer ces diverses populations dans une identité iranienne plus large. Et aussi, quand on parle de balkanisation, vous savez, il y avait la Yougoslavie. Je pense quand était la Yougoslavie, je crois qu'après la Première Guerre mondiale, la Yougoslavie n'a jamais existé jusqu'à ce qu'elle existe à l'époque moderne. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il n'y avait vraiment aucun contexte historique préalable à la Yougoslavie. En partie parce qu'elle les a gouvernés pendant tant de siècles, voire des milliers d'années. L'existence de la Yougoslavie pendant quelques décennies semble complètement dénuée de sens. À côté de cela, beaucoup d'Azédis, de Kurdes, d'Arabes et d'autres se considèrent toujours d'abord comme Iraniens, même s'ils conservent leur culture ethnique. C'est un peu comme quelqu'un des États-Unis. Vraiment. Ils se considèrent d'abord comme Américains, même s'ils ont une culture spécifique à un endroit comme le Sud, la côte Ouest ou la ville de New York. La langue et la littérature persane jouent un rôle majeur dans cette identité partagée, tout comme la longue continuité historique de l'État iranien. Cependant, si l'autorité centrale s'effondrait, ces régions ethniques pourraient essayer de s'organiser politiquement, et tout l'intérêt de cette vidéo est hypothétique. Alors parcourons les régions susceptibles de faire sécession, et commençons par le cœur du pays, l'Iran proprement dit, que nous pourrions appeler la Perse, en raison d'un changement de régime. Bien que je sache qu'Iran était déjà le nom de la nation avant la révolution islamique et était l'endonyme depuis des siècles, Perse a toujours été un exonyme occidental. Mais ceci est une vidéo hypothétique. D'accord, soyez indulgents avec moi. Dans ce scénario hypothétique, une nouvelle Perse moderne serait probablement le plus grand État successeur, et l'un des plus étroitement associés à l'identité iranienne historique. Elle inclurait les régions à majorité persane du centre et du sud de l'Iran, y compris des villes comme Téhéran, Ispahan, Shiraz, Yazd et Machhad. Les Perses représentent environ la moitié à 60% de la population iranienne, selon les estimations. La langue persane, le farsi, est la langue officielle du pays, et sert de principal lien culturel, reliant les différents groupes. L'État perse hériterait sans doute la plupart des institutions, de la bureaucratie et de la reconnaissance diplomatique actuelle de l'Iran. Territorialement, cette Perse occuperait probablement la moitié de la superficie actuelle de l'Iran, soit environ 800 000 km², avec une population comprise entre 45 et 50 millions de personnes, soit à peu près la moitié de ce que le pays compte aujourd'hui. Ensuite vient l'Azerbaïdjan du Sud. Le nord-ouest de l'Iran abrite une importante population azérie, souvent estimée entre 15 et 20 millions de personnes. En fait, il y a probablement plus d'Azéris ethniques vivant en Iran que dans la République d'Azerbaïdjan elle-même, ce qui est assez fou. Cette région comprend des provinces comme l'Azerbaïdjan oriental, l'Azerbaïdjan occidental et Ardabil, avec des grandes villes comme Tabriz azéri. Les Turcs parlent une langue turcique étroitement liée à celle parlée de l'autre côté de la frontière. Et historiquement, cette région était profondément intégrée à la vie politique iranienne. De nombreux dirigeants et élites iraniens ont été azéris, y compris l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, dont la famille est d'origine azérie. Un parfait exemple de l'intégration de ces régions au sein de l'Iran, et de leur proximité bien plus grande avec l'État iranien qu'avec leurs voisins d'Azerbaïdjan. Mais la connexion ethnique de l'autre côté de la frontière soulève une question intéressante. Si l'Iran se fragmentait, le sud de l'Azerbaïdjan deviendrait-il un pays indépendant, ou s'unirait-il à la République d'Azerbaïdjan? Il existe de petits mouvements pan-azerbaïdjanais qui prônent l'unification, parfois appelés le Grand Azerbaïdjan. Mais ces mouvements sont relativement limités et ne sont pas universellement populaires parmi les Azéris d'Iran. La plupart d'entre eux s'identifient fortement à l'Iran. Cependant, dans un scénario d'effondrement, les dynamiques politiques pourraient évoluer assez rapidement. Le sud de l'Azerbaïdjan pourrait d'abord déclarer son indépendance, puis envisager une fusion avec l'Azerbaïdjan. Un État du sud de l'Azerbaïdjan pourrait compter environ 15 à 20 millions d'habitants, comme je l'ai dit, et environ 150 000 km² de territoire. Son drapeau pourrait potentiellement ressembler au tricolore azerbaïdjanais, bleu, rouge et vert, peut-être avec des formes différentes, mais aussi avec quelques symboles régionaux ajoutés. En allant vers l'ouest, nous atteignons le Kurdistan,
Les régions kurdes d'Iran longent les montagnes occidentales, à la frontière de l'Irak et de la Turquie. Les zones kurdes comprennent des provinces comme le Kurdistan, Kermanshah et des parties de l'Azerbaïdjan occidental également. Les Kurdes sont l'un des plus grands groupes ethniques sans État. Il existe des millions de vidéos à ce sujet. Leur population est répartie entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Et les Kurdes iraniens sont entre 8 et 10 millions de personnes en Syrie. Ils appartenaient au groupe armé par les États-Unis contre l'ancien régime. De nouvelles rumeurs suggèrent que le Pentagone souhaite les armer pour qu'ils se révoltent contre le gouvernement iranien. Et comme le Kurdistan irakien, qui bénéficie d'un degré assez élevé d'autonomie politique et de son propre gouvernement régional, le Kurdistan iranien est administré de façon plus directe par Téhéran. Certaines provinces portent le nom kurde, mais elles fonctionnent comme les autres provinces iraniennes, avec très peu d'autonomie régionale. Historiquement, des rébellions kurdes ont éclaté en Iran, surtout dans les décennies après la Seconde Guerre mondiale. Un moment notable fut la République éphémère de Mahabad, en 1946, un État kurde soutenu par les soviétiques. Elle n'a duré que moins d'1 an, avant d'être réabsorbée par l'Iran. Mais si l'Iran se fragmentait aujourd'hui, les régions kurdes pourraient y voir une opportunité et tenter de former leur propre État, en cherchant peut-être à se coordonner avec les régions kurdes en Irak. Le Kurdistan irakien agit déjà comme un véritable État. Il dispose de ses forces militaires, d'un parlement et de relations économiques étrangères. Mais la plupart des rapports indiquent que l'identité iranienne est également forte ici. Au mieux, cette région pourrait être plus autonome sous un nouveau régime. Un Kurdistan iranien pourrait compter entre 8 et 10 millions d'habitants sur un territoire montagneux d'environ 100 000 km². Et leur drapeau ressemblerait probablement à celui utilisé dans les régions kurdes, des bandes rouges, blanches et vertes, avec le soleil kurde doré au centre. Beaucoup de Kurdes en Iran ont de la famille et des liens en Irak et vice-versa. Il y a aussi certains groupes kurdo-iraniens, dont je ne me souviens plus du nom, qui opèrent également depuis l'Irak. Il y a certains Kurdes iraniens d'origine ethnique qui veulent se séparer du pays, c'est certain, mais d'après tout ce que j'ai entendu, discuté et lu, la plupart des minorités ethniques et des Kurdes veulent surtout être reconnus, avoir leur propre langue, s'exprimer culturellement, et ainsi de suite. Ils ne sont pas forcément séparatistes par nature. Parce que par exemple, quand on parle des Kurdes, il y a de grandes différences entre un Kurde d'Iran et un Kurde de Turquie. Ils sont vraiment très différents. On ne penserait pas vraiment que ces personnes viennent du même pays. Ensuite vient Ahwaz. Ahwaz fait référence à la région à majorité arabe du sud-ouest de l'Iran, en particulier la province du Khouzistan, près de la frontière irakienne. Cette région est très importante économiquement car elle abrite de nombreuses infrastructures pétrolières de l'Iran. Les communautés arabes du Khouzistan, qui pourrait d'ailleurs être un autre nom pour ce pays, ont historiquement entretenu une relation compliquée avec l'État iranien. Certains groupes s'identifient à la culture arabe et ont parfois réclamé plus d'autonomie. Ce point est important à saisir pour les personnes extérieures, parce que même si l'Iran est proche du Moyen-Orient, voire en fait partie, et qu'il suit aussi l'islam, l'Iran n'est pas un pays arabe. L'Iran a été envahi par les Arabes qui ont introduit l'islam, mais la culture arabe n'a jamais remplacé la culture perse. Un État ahwazi serait relativement petit géographiquement, peut-être 65 000 km², mais il serait économiquement important grâce à ses réserves de pétrole. Sa population serait d'environ 45 millions d'habitants. Cela pourrait être un micro-État super riche. S'il était indépendant, il pourrait adopter un drapeau influencé par le symbolisme arabe, possiblement vert, blanc, noir et rouge, similaire à d'autres drapeaux nationaux arabes. Plus au sud-est se trouve le Baloutchistan. Le Baloutchistan iranien fait partie d'une région culturelle baloutche beaucoup plus vaste qui s'étend jusqu'au Pakistan et à l'Afghanistan. La partie iranienne, principalement située dans la province du Sistan et Baloutchistan, est peu peuplée, mais géographiquement immense. Les Baloutches, principalement musulmans sunnites, se distinguent de l'État iranien chiite, ce qui motive leur désir de sécession. Historiquement, la région était moins développée économiquement que le reste de l'Iran, avec quelques mouvements insurgés, surtout du côté pakistanais. Si l'Iran se fragmentait, le Baloutchistan iranien pourrait s'unir aux Baloutches d'au-delà de la frontière. Au Pakistan, la population des Baloutches iraniens est estimée entre 2 et 3 millions. Mais le territoire qu'ils habitent couvre 180 000 km², ce qui en fait l'un des plus grands États successeurs potentiels en superficie.
Leur drapeau pourrait reprendre les motifs nationalistes baloutches, avec des champs rouges, verts et bleus, représentant le désert, les montagnes et la mer de la région. Ensuite, il y a une région dont, honnêtement, je n'avais aucune idée, le Luristan. Les Lours sont un groupe ethnique iranien étroitement lié aux Perses, sur le plan linguistique et culturel, mais avec leur propre identité régionale. Ils vivent surtout dans les montagnes du Zagros, à l'ouest de l'Iran, notamment au Luristan, et dans certaines zones du Khouzistan. Les Lours sont environ 5 millions de personnes, et ont historiquement conservé de fortes traditions tribales. Cependant, comparés aux Kurdes ou aux Baloutches, leurs mouvements séparatistes ont été très limités. C'est plutôt qu'ils ont leur propre sous-culture, mais ils sont iraniens. Le territoire ferait probablement entre 70 000 et 80 000 km², avec une population de ces 4 à 5 millions de personnes. Je dirais que ce sont potentiellement ceux qui sont les moins probables dans tout cet univers d'improbabilité. Oui, je veux dire, ils n'ont jamais eu d'histoire de séparation. Et enfin, il y a Turkmenchara. Cette région se trouve dans le nord-est de l'Iran, le long de la frontière avec le Turkménistan. Les Turkmènes d'ici partagèrent des liens culturels avec les populations turques plus larges d'Asie centrale. Les Turkmènes iraniens, principalement musulmans sunnites, préservent de fortes traditions nomades et équestres. Leur population en Iran est assez faible, probablement entre 1 et 2 millions. Un État turkmène Sara serait probablement le plus petit des 7 États successeurs hypothétiques, tant en superficie qu'en population. Il pourrait s'aligner étroitement avec le Turkménistan, et éventuellement fusionner avec lui également. Si tous ces nouveaux pays émergent simultanément, nous devons également prendre en compte les conséquences géopolitiques, en particulier pour les États voisins. Le Kurdistan irakien pourrait davantage viser l'indépendance totale et une union avec ses voisins iraniens. Le Pakistan ferait face à une pression renouvelée des séparatistes baloutches, et l'Azerbaïdjan devrait soudainement décider s'il doit intégrer des millions d'Azéris supplémentaires ou maintenir un État séparé au sud. La Russie, les États du Golfe et d'autres puissances occidentales auraient tous des intérêts dans les alliances choisies par ces nouveaux pays. Les Iraniens seraient d'accord avec vous sur ce point, cela finirait par se retourner contre eux, et il y a aussi des pays voisins comme le vôtre. Je veux dire, les Arabes et les Turcs ne veulent certainement pas voir un Kurdistan indépendant en Iran, car cela pourrait ensuite déborder. Et le Pakistan avec les Baloutches, je veux dire, peut-être que l'Azerbaïdjan mettrait la main sur les régions azéries de l'Iran. Mais même si tout cela semble plausible sur le papier, il reste encore ce gigantesque obstacle dont nous avons parlé, l'identité iranienne elle-même. Malgré la diversité ethnique, beaucoup de ces groupes ont été intégrés à l'État iranien. Pendant des siècles, voire des millénaires, les Azéris ont servi comme dirigeants et généraux iraniens, et les Kurdes ont participé à la politique iranienne. La langue persane et les traditions culturelles sont largement partagées dans toutes ces régions, contrairement à l'exemple de la Yougoslavie, où les identités nationales concurrentes étaient souvent plus fortes que l'identité yougoslave elle-même. Et bien que la création du pays ait été en quelque sorte une construction extérieure, l'identité nationale de l'Iran a été construite par les Iraniens eux-mêmes. Et elle a duré très longtemps et, historiquement, a fait preuve d'une résilience remarquable. Mais cela ne veut pas dire que la fragmentation est impossible. L'histoire prouve qu'un effondrement politique peut vite redéfinir les cartes, mais toute dislocation de l'Iran rencontrerait une forte résistance. L'idée profondément ancrée que tous ces peuples différents font partie d'une seule et même civilisation iranienne. Donc, même si la carte de 7 nouveaux États pourrait sembler intéressante et même un peu logique d'un point de vue ethnique, la réalité sur le terrain serait probablement bien plus compliquée. Comme c'est toujours le cas, l'Iran est peut-être divers, mais il a aussi passé des milliers d'années à apprendre à vivre avec cette diversité sous une seule identité nationale. Et cela pourrait finalement être la force la plus puissante qui maintient le pays uni, même pendant ces moments les plus instables. Malgré les souhaits de nombreux détracteurs de l'Iran, je ne pense pas qu'une désintégration soit possible. Et je pense que l'Iran restera uni et fort parmi ces nombreux peuples. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez que je traite d'événements plus récents et actuels, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre ici sur YouTube ou à me soutenir via Patreon. Vous recevrez une vidéo exclusive chaque mois, et parfois un accès anticipé aux vidéos. Ça dépend vraiment si j'ai le temps de les finir à l'avance ou non. Mais vous avez aussi accès à des coulisses, et à d'autres contenus que je publie là-bas de temps en temps, ainsi qu'une ligne de contact directe avec moi. Si vous souhaitez vous plaindre de mes vidéos ou faire des suggestions, beaucoup l'ont déjà fait, et je vous en remercie.
Vous pouvez voir ces noms à l'écran en ce moment. Et si vous voulez rejoindre cette petite communauté que nous avons là-bas, n'hésitez pas à le faire, vous serez très bien accueillis. Merci d'avoir regardé de toute façon et je vous dis à la prochaine.